Bonjour Monsieur Watkin. Bonjour. Vous êtes sociologue et à la fois chercheur. Vous êtes également architecte. Je profite en fait de cette interview pour pouvoir vous poser quelques questions sur votre métier. Tout d'abord, en quoi consiste le travail de chercheur en sociologie? Alors la sociologie en tant que discipline et science porte sur l'étude des phénomènes sociaux, des dynamiques sociales. Principalement, on pourrait le définir de cette manière-là. Et le chercheur en sociologie dans ce domaine va étudier en fait ces différents phénomènes de différentes manières, par l'enseignement et puis aussi par la publication, des enquêtes, des interventions aussi publiques. Une question que je me posais en fait, c'est quelles ont été les étapes clés de votre parcours qui vous ont permis d'exercer ce métier? En fait, pourquoi vous êtes-vous tourné vers la recherche? Pourquoi en fait ce domaine en particulier? Alors pourquoi la recherche déjà de manière générale par rapport à la sociologie? Bon, j'ai eu un parcours, j'ai fait beaucoup d'études, déjà par des études d'architecture, ensuite d'urbanisme et ensuite de sociologie. Donc j'ai eu la possibilité de finalement de parcourir de nombreux environnements universitaires durant mon parcours et dans des environnements assez différents, même culturellement, dans des pays différents. Donc j'ai pu le faire en tant qu'étudiant et puis aussi en tant qu'enseignant. Donc au fur et à mesure, je crois que je me suis attaché au monde universitaire et aussi j'ai eu un fort intérêt qui est venu à moi de manière relativement naturelle à me positionner en tant que chercheur sur ce qui se passe dans le monde social, sur les questions environnementales, urbaines notamment et sociales, et puis progressivement à m'orienter sur la sociologie en tant que science, en tant que discipline, mais surtout en tant que manière d'observer les phénomènes sociaux par un certain nombre de méthodes. Donc c'est venu à moi, c'est les étapes finalement progressives de mon parcours qui m'ont amené à chercher, à m'interroger et puis aussi à susciter l'intérêt aussi des autres, à pas m'isoler aussi dans une recherche, mais à voir la recherche aussi comme une dynamique collaborative, inclusive avec d'autres acteurs. C'est-à-dire de voir l'université comme lieu où se réalise la recherche, mais aussi avec d'autres acteurs, c'est-à-dire le mettre en synergie avec les collectivités locales, les municipalités, les associations, voire même des entreprises. Donc le voir aussi comme le lieu qui peut mettre en action par la recherche un ensemble d'acteurs qui ont leur propre position, qui ont leur propre intérêt dans la dynamique sociale. D'accord. J'aimerais en fait revenir sur un petit point. Parce que comment en fait vous êtes passé de l'architecture à la sociologie? Est-ce que c'est dans votre formation vous avez eu quelques éléments qui vous ont permis d'avoir une approche un peu sociologique ou si c'est, on va dire spontanément, vous avez voulu associer les deux pratiques? Alors la sociologie est venue à moi, ou plutôt moi je suis allé vers la sociologie de manière, l'anecdote s'est faite vraiment de manière opérationnelle quand j'étais aux États-Unis. J'étais étudiant donc en urbanisme à l'université d'Harvard, à la Graduate School of Design, dans un master spécialisé sur le développement communautaire. Et c'est avéré qu'en fait, alors que mes cours portaient spécifiquement sur cette thématique, en allant sur le terrain et en rencontrant des acteurs, euh, je me suis rendu compte que la réalité était relativement différente de celle dont on m'avait fait part dans les salles de classe. Et, euh, et intuitivement, en fait, j'ai commencé à questionner, à interroger finalement les acteurs pour en savoir davantage et donc de mettre en place en fait une méthode, en tout cas une approche qui s'apparentait à la sociologie. Et donc j'ai rencontré une sociologue française, donc quand j'étais aux États-Unis, qui était en voyage d'études et qui m'a orienté sur la sociologie pour poursuivre
euh, sur un master et un doctorat. Donc ça a été en fait le début. J'avais eu une sensibilité déjà durant mes études d'architecture, c'est-à-dire bien avant mon expérience américaine, en tout cas aux prémices de mon expérience américaine, à avoir un fort intérêt sur les cours que nous avions en anthropologie et en sociologie. Mais le fait de se retrouver dans un contexte étranger aussi, c'est-à-dire d'être face à l'altérité, fait que on a une autre position et se met en place un processus de décentrement vraiment anthropologique euh, qui, euh, qui a été en fait l'objet de questionnements vraiment personnels et opérationnels au sens méthodologique aussi pour comprendre des phénomènes. Donc ça a été vraiment le début en fait. C'était le fait d'aller aux États-Unis m'a amené à m'interroger en fait sur le regard sociologique, les phénomènes sociaux urbains et regarder en fait les phénomènes urbains comme des causes et des effets de processus sociaux, chose auxquelles j'avais pas forcément compris, j'avais pas compris finalement cette dimension antérieurement. Donc ça s'est fait progressivement. Je pense que c'est le contexte américain qui m'a amené en fait à transformer en fait mon regard. Parce que j'imagine en fait que les Américains doivent avoir une approche de la sociologie qui doit être différente de la France. Ou est-ce qu'ils ont des bases assez communes qui... Alors c'est une vaste question. On pourrait les dynamiques sociales sont différentes, donc forcément la manière dont la sociologie se met en place et regarde les phénomènes sociaux est différente. On a dans l'histoire de la sociologie un long débat, si on regarde par exemple l'école de Chicago, l'interactionnisme symbolique, et donc cette foisonnance d'idées et de maîtres à penser et de maîtres d'œuvre aussi de la sociologie euh, dans le contexte de Chicago. Finalement, si on regarde ce contexte-là, il est pas anodin. Il correspond à proprement parler en fait aux dynamiques qui ont eu lieu dans cette ville, c'est-à-dire des phénomènes migratoires d'importance, une ville qui a eu une explosion démographique très importante, et puis aussi de fortes inégalités durant le début du XXe siècle dans une grande ville industrielle. Donc on a bien évidemment, je pense que la sociologie américaine a porté, hein, je parle du cas de Chicago, mais on pourrait parler d'autres écoles aussi dans le contexte américain. Chaque sociologie correspond d'une certaine manière à ses objets d'étude, c'est-à-dire à son contexte environnant. Maintenant, dans un contexte peut-être plus global de la connaissance aussi et des échanges, fait que le contexte local culturel de sociologie dans leurs contextes nationaux, voire même idiomatiques, serait différent. D'accord. Ah, je trouve ça super intéressant que vous ayez en fait une vision qui soit à la fois en fait architecturale, urbaniste, sociologique et en même temps de différents pays. Enfin, je trouve ça assez rare en fait pour une personne qui travaille dans la sociologie et en plus dans l'innovation sociale. Je pense que c'est vraiment une richesse. Et du coup, ça nous permet de faire une transition vers une autre thématique en fait qui est votre travail en fait de recherche entre le design et la sociologie. En fait, sur quel sujet porte votre recherche actuellement? Alors, on recherche sur design et sociologie. Actuellement, en fait, mon travail, c'est un travail très récent. Moi, j'aimerais simplement revenir un petit peu en arrière sur mon parcours, Mhm. parce que du fait de ma formation en architecture, d'avoir poursuivi de manière quasiment logique vers l'urbanisme, pour ensuite m'ouvrir sur la sociologie, m'amène maintenant à me situer dans un département de design. Donc, mais c'est très très récent. Et le design en tant que tel, même si le terme anglais pourrait englober assez facilement l'architecture, dans le contexte français, on voit bien que finalement les deux domaines sont très distincts. Donc on a l'architecture d'un côté et le design de l'autre. Donc le fait d'être en design m'amène à développer en fait maintenant
des thématiques de recherche qui sont teintées de méthodologies un peu plus différentes de celles que j'aurais peut-être pu mettre en place notamment par l'architecture. Et en cela, ce que je fais actuellement, enfin les thématiques de recherche que je mets en place portent sur l'habitat. Euh, c'est pas une Mhm. thématique nouvelle, hein. J'ai toujours travaillé en fait sur les questions d'habitat, Mhm. même en tant qu'architecte urbaniste. Donc, et sur les questions d'espace public. Donc, c'était un petit peu les deux thématiques principales, l'espace public et l'habitat. Actuellement, une recherche que je suis en train de mener porte sur la cohabitation intergénérationnelle Mhm. et notamment sur les formes de communication qui amèneraient à faciliter l'adhésion des publics sur la cohabitation intergénérationnelle. Euh, la cohabitation intergénérationnelle est un dispositif qui est assez reconnu pour le moment, hein, même si on en entend parler, on parle beaucoup d'intergénérationnel Mhm. de manière générale. Après, la cohabitation intergénérationnelle est un peu plus spécialisée. Ça correspond, pour définir simplement, à une sorte d'assemblage, un dispositif qui permet en fait de joindre une personne âgée face à une situation d'isolement et un jeune qui peut se retrouver soit dans la précarité, soit un jeune étudiant qui cherche un logement pas cher, mais donc de trouver cet assemblage. Donc le jeune vient loger chez la personne âgée. On a cette différence d'âge, on a cette différence de génération, et des associations, des acteurs tiers en fait viennent faire le match en fait d'une certaine manière pour utiliser ce terme anglais, c'est-à-dire en fait finalement de faire joindre les deux partenaires afin de mutualiser leurs besoins. Face à ça, en fait, on en entend beaucoup parler, mais je me suis rendu compte il y avait un manque sur la communication, et donc que le design pouvait, d'une certaine manière aussi, être par des approches participatives, de communication, de représentation, euh, aussi une manière de mieux comprendre le phénomène et puis d'y apporter aussi des supports, d'autres médiums d'une certaine manière pour faciliter cette communication. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment récent, qui est en train de se faire et qui s'insère dans un programme de recherche que je mène ici, donc dans l'équipe Project, qui s'appelle Solidage, Solidarité Mhm. pour l'habitat entre générations. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que vous auriez en fait un exemple de dispositif ou d'expérimentation que vous avez pu mener? Parce que j'imagine que pour collaborer avec à la fois des seniors et des jeunes, enfin, c'est pas forcément les mêmes outils, ils n'ont pas forcément non plus les mêmes besoins, mais en même temps, vous essayez en fait de faire une sorte de synergie entre les deux. Et qu'est-ce que vous avez réussi à développer en fait pour soit interroger leurs besoins, soit expérimenter avec eux ou leur faire prendre part à votre recherche? Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on est à une phase finalement de prototypage pour le moment, hein, pour utiliser un terme D'accord. cher aux designers quand même. Donc déjà le travail s'est fait à plusieurs. C'est un travail qui s'est fait à plusieurs. L'équipe que je coordonne sur ce projet concerne, en tout cas intègre des designers, euh, deux designers, des psychologues, euh, un organizer et une experte dans le domaine de l'habitat. Donc, je pense que ce qui est important dans la manière dont on a opéré, c'était de voir que euh, penser en fait ou créer un dispositif de communication passait par finalement des expériences aussi d'échange et de communication avec des acteurs. C'est-à-dire que quand on crée des dynamiques participatives, on intègre et on crée un réseau. Et donc le faire localement, c'est une manière finalement et ça je suis assez fervent sur cette dynamique-là, c'est-à-dire de penser le projet comme une dynamique socialisante. C'est une Mhm. dynamique de socialisation. C'est par le projet qu'on peut finalement intégrer des acteurs et finalement socialiser le projet, socialiser des acteurs entre eux autour de questions communes
comprendre les divergences, les différents points de vue, et les amener finalement à se réunir autour d'un projet qui deviendrait commun, parce qu'on les y invite. Et donc là, je pense que là, pour moi, cette expérience a été une première manière de voir ces effets du projet autour d'acteurs qui voyaient tous le projet comme quelque chose avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, à y attendre des suites, à y voir leur intérêt finalement de leur participation. Alors que au départ ils avaient simplement reçu une simple invitation et à souhaiter en fait participer à l'édification. Donc là, moi, ça, j'ai trouvé que c'était un vrai apport. Après, sur joindre les jeunes et les personnes âgées et comment finalement faire cette recherche, on a, on pourrait dire que il faut joindre deux publics complètement différents. Donc, on est sur deux dynamiques entièrement différentes. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes. On a bien vu qu'il fallait organiser par exemple des événements sur des temps relativement courts. On a bien vu qu'il y avait des dynamiques, en fait, il y avait des principes à adopter qui puissent être finalement faisables par rapport aux deux publics. Mais ça, on l'a appris en le faisant. C'est-à-dire que Mm. sans, sans que ça soit un objectif à part entière, chose auquel on était sensible dès le début parce qu'on savait qu'il y avait cet enjeu. On s'est retrouvé face quelquefois enfin pas à des erreurs, mais disons à des interrogations suite à certaines situations et donc à devoir les corriger et à devoir finalement essayer de mettre en place certains principes qui permettaient à mobiliser en fait ces deux publics ensemble autour de dynamiques de co-création quand on les invitait dans des ateliers. Et principalement, je parle des ateliers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par les ateliers qu'on a pu finalement co-penser, co-produire, et puis en même temps s'interroger sur aussi les difficultés et les besoins de nos publics, parce que c'est fait comme ça. En fait, je trouve ça vraiment passionnant. Et du coup, en fait, je m'interroge aussi sur quel est en fait le rôle de la sociologie dans le projet. Parce que là, on commence à voir un peu les prémices de votre implication dans le projet, mais de façon un peu plus précise. Alors l'implication de la sociologie dans le projet, ça c'est une bonne question. Un sociologue, en fait, dans une discipline du projet qu'est le design, est souvent amené à intervenir. Enfin, on peut voir justement un peu des effets de légitimation entre le designer et les autres, finalement, à positionner le sociologue en amont du projet pour, on va dire, palper le terrain, comprendre la situation, et après les designers viendraient par la suite faire ce travail de pensée créative de production autour d'un objet relevant du design. Donc en fait, on a quand même ce rapport-là. Moi, je suis assez c'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que je pense pas justement que la sociologie devrait être simplement à semer, en tout cas à essayer d'être simplement une discipline d'observation et de collecte d'informations de manière à nourrir le projet Mm. à ses débuts. Je pense que la sociologie, en fait, elle intervient dans toutes les étapes du projet et aussi, la sociologie permet peut-être à la différence d'autres approches qui relèvent des sciences sociales en rapport au projet. Et là, je pense surtout en fait à l'anthropologie, à Mhm. l'ethnographie. Et il y a eu quand même pas mal de choses dans ce domaine-là où on met en avant quand même l'anthropologie parce que il y a des objets en fait du designer qui seraient plus portés sur le produit, en fait sur une sorte de tangibilité en fait de l'objet qui ferait que si on est dans cette recherche d'ergonomie autour de l'usager, on se focaliserait en fait sur l'usager et que l'anthropologue
serait plus à même finalement de capter, de comprendre finalement le rapport entre l'individu et l'objet de manière peut-être plus fine que le sociologue. Euh, voilà, bon ça, du coup, il y a eu, c'est vrai que en tout cas, je le vois dans le domaine de la sociologie, dans le domaine, pardon, du design, à voir que l'anthropologie est plutôt mise en avant. Et puis l'ethnographie aussi. L'ethnographie comme finalement discipline ou un peu approche plutôt de l'anthropologie et de la sociologie, mais qui serait plutôt en fait cette approche d'écriture et de collecte d'informations sur le terrain. Or, moi, je pense que la sociologie, euh, en même temps, elle englobe l'anthropologie et l'ethnographie, et en même temps, elle est différente dans le sens où elle permet de prendre de la distance par rapport aux dynamiques observées, par rapport aux enjeux du projet, et finalement à donner une consistance au projet, notamment pour essayer de répondre à des enjeux peut-être plus larges. Et donc, c'est-à-dire de pas simplement de réduire la mission du designer autour d'un enjeu spécifique d'une problématique d'un usager, mais au contraire de peut-être par la sociologie d'essayer d'élargir la problématique et donc de prendre en compte la réponse donnée par le design, mais dans un contexte, hein, dans un contexte plus vaste. Et je pense que c'est important parce que on est d'autant plus amené aujourd'hui à essayer de mettre en résonance euh, nos, nos impératifs, en tout cas on pourrait dire les enjeux actuels auxquels nous faisons face en termes de projets, en termes de besoins, par rapport à cette dimension beaucoup plus vaste. Donc en soi, bon, je ne vais pas essayer de trop prêcher pour la sociologie. C'est des choses, la sociologie et l'anthropologie et l'ethnographie sont bien évidemment complémentaires, mais la sociologie est aussi beaucoup plus floue et beaucoup plus vaste. Elle va mobiliser finalement, elle va avoir une distance plus importante. Donc voilà. Après, peut-être le dernier point entre sociologie et projet, c'est que on pourrait aussi penser que par le projet pourrait se faire d'une certaine manière aussi une sociologie. Et donc que la dynamique de projet puisse aussi être le moyen d'entreprendre une dynamique d'analyse du fait social, des phénomènes sociaux. Et ça, c'est beaucoup plus rare parce que je pense pas que d'ailleurs même les designers qu'on renverse la vapeur. À un moment, on a instrumentalisé, et ça, on l'a vu Mm. même dans les écoles d'architecture dans les années 70 ou 80, d'utiliser la sociologie de sentir les sociologues se sentir instrumentalisés par les architectes dans leur pédagogie. Euh, et on aurait peut-être ce même phénomène aujourd'hui, en fait, dans le domaine du design, c'est-à-dire de vouloir instrumentaliser le sociologue, l'ethnographe, pour légitimer en fait une certaine dimension sociale ou socialisante dans la dynamique du projet. Or là, bon, il y a peut-être qu'on est un petit peu sur cette dynamique-là. Je pense qu'aussi on peut, sans vouloir renverser vraiment cette vapeur, mais en tout cas renverser cette position-là, on pourrait aussi, alors là, en se positionnant en tant que sociologue, sans vouloir instrumentaliser le design, parce que ce n'est pas du tout une volonté d'instrumentaliser le design, mais aussi peut-être de penser la sociologie, non pas comme un objet simplement à regarder, mais comme un projet à réaliser. Et là, dans ces propos-là, en fait, c'est une définition qui est vraiment proche même du design à proprement parler. C'est-à-dire que la dynamique du projet où le design va considérer les choses de cette manière-là. On ne regarde pas simplement les choses, on les met en action dans une pensée de projet. Et donc si on pourrait penser la sociologie comme ça, aussi, ça veut dire que ceux qui font le projet
pourraient être aussi des sociologues, mais aussi, bien évidemment, ceux qui sont vraiment, on va dire, compétents en la matière, c'est-à-dire les designers. Donc il y aurait un partenariat différent. Et là, ça fait écho quand même à des choses même plus anciennes dans le domaine de la sociologie, où il n'y avait pas forcément les designers. C'est-à-dire qu'on avait la recherche-action, des recherches, la sociologie intervention, l'intervention sociologique de Touraine, Mm. d'autres manières d'aborder aussi d'autres formes de sociologie en accord ou en relation avec l'action publique notamment, ou les collectivités, les acteurs sociaux. Donc ça s'est fait dans le domaine syndical, ça s'est fait notamment sur les questions de travail. Et là, en fait, le sociologue intervenait pour étudier, mais en même temps participait finalement à l'action collective. Donc il y avait une Mm. sorte de participation aussi du sociologue. Chose qui est bien évidemment, en fait, qui pose question en termes de distance. Donc là, en fait, pour moi, ce dernier volet-là, c'est un peu expérimental parce que c'est ce que j'essaye de faire en fait ici. Mm. C'est-à-dire de peut-être de travailler avec les designers pour repenser aussi d'une certaine manière la sociologie. Mm. Ouais, je trouve ça intéressant parce que du coup, il y a une réflexion qui va dans les deux sens en fait, à la fois pour le designer en fait sur sa pratique, avoir une approche en fait, en parlant en fait du coup avec la sociologue Frédéric Sonnet, elle m'expliquait que l'un des biais en fait du designer, c'est d'avoir une approche qui soit trop centrée sur l'usager et son expertise et qui en fait qui ne fait pas forcément une recherche assez approfondie en amont en termes de théorie et de ressources en fait du terrain au niveau de l'écosystème. Et pour moi, c'est vraiment ça que je vois dans la sociologie, c'est un apport en fait mutuel entre les deux, une sorte d'hybridation entre les pratiques. Et ça c'est assez souvent en fait le binôme sociologie et design fonctionne assez bien en fait. Plutôt, je trouve que les deux domaines en fait séparés en fait qui mènent des actions en fait chacun Mm. dans leur coin. Et pour revenir sur un point qui m'a intéressé, c'était quand vous parliez en fait d'un domaine en fait plus vaste. Donc en fait, ce domaine plus vaste, c'est ce que vous disiez une fois en cours, c'est peut-être la communauté que vous voulez dire, ou par domaine plus vaste, vous envisagez autre chose. Bah, un domaine plus vaste, c'est-à-dire qu'on est sur la définition de processus sur des transformations sociétales. Donc, D'accord. je dirais même que le vocabulaire employé par des designers, par les sociologues, pardon, Mm. euh, correspond à des notions qui sont débattues, des processus aussi qui sont sujets à études eux-mêmes par les sociologues. Et le sociologue, peut-être plus que des anthropologues ou des ethnographes, va finalement être ce fabricateur des catégories sociales. C'est par la sociologie que sont nées finalement d'une certaine manière euh, les classes sociales, que sont nés les termes de l'inégalité sociale. Donc le sociologue en fait va définir le monde social. Et en le définissant, il participe aussi à cette classification qui peut être aussi même quasiment négative pour le monde social. Donc on a cette vue qui est englobante. C'est pas un point négatif ce que je dis, c'est simplement que la science à un moment va devoir en fait prendre parti sur certaines dynamiques et donc en fait définir des choses en utilisant des mots. Donc on a et les registres n'appartiennent pas simplement qu'à la science. Les registres d'utilisation le vocabulaire et les termes utilisés pour définir le monde social, ils peuvent être utilisés aussi par des mondes techniques, administratifs ou populaires. Donc Mm. les scientifiques, eux, quelquefois, vont soit absorber des termes qui sont utilisés par les gens, par le monde populaire, euh, soit finalement être influencés les techniciens qui vont utiliser ces termes-là. Donc, quand cette vue globale en fait de la sociologie, je pense qu'elle englobe d'une certaine manière cette définition de la terminologie, c'est-à-dire de comprendre en fait qui parle de quoi, comment on en parle et qui parle de quoi. Et donc ça permet de mieux comprendre en fait finalement les termes utilisés. Donc quand on est sur le terrain et qu'on essaye de comprendre les choses, il faut essayer de savoir en fait pas simplement qui fait quoi,
mais qui parle comment et qui parle de quoi. Et donc là, ça c'est très important. Et c'est cette vue un petit peu globale quand même qui est, à mon avis, dont je parle. Et aussi, un autre point de vue, c'est en termes de terrain ou en termes d'échelle, c'est d'avoir une échelle peut-être sociétale, c'est-à-dire au lieu de se centrer comme le designer peut-être souhaite faire autour de cette figure de l'usager, euh, de voir l'usager non pas comme une sorte de représentant d'un fait sociétal, mais peut-être de penser des dynamiques intermédiaires entre la société et l'individu. Et donc c'est pour ça que je parle en fait aussi de communauté ou la communauté de groupe social, plutôt le penser dans ces termes-là, qui permettrait d'être non pas d'individualiser en fait son regard et sans non plus finalement tomber dans un flou de la société, voilà, une espèce d'ensemble un peu trop flou qui n'a pas vraiment de pertinence pour essayer de comprendre finalement les singularités. Il y a des singularités de groupe aussi, de communauté. Donc je trouve que ce terme-là, moi, un terme qui m'est particulièrement cher en sociologie, permet en fait de mieux comprendre d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue spatial, d'un point de vue symbolique, aussi ce qui correspond en fait à ces appartenances d'individus à un groupe. Du coup, je vais peut-être faire un petit pas de côté, mais je me suis toujours demandé en fait quels étaient les outils du sociologue. Mm. Enfin, je sais que vous pouvez utiliser l'observation participante, par exemple des carnets d'anthropologie, ou en fait des formes en fait qui permettent de restituer ou de collecter de l'information. Mais je me demandais en fait, est-ce que vous étiez un peu comme le designer, est-ce que vous réinventiez vos propres outils en fonction du terrain? Parce que pour moi, c'est un travail en fait qui est quand même assez spécifique à un terrain, mais est-ce que vous vous adaptiez en fait en fonction de ce terrain ou réutilisez en fait des normes ou des outils d'études en fait qui existent déjà? Alors bon, les outils de la sociologie sont vastes pour les mettre en rapport au design. Mhm. Encore faudrait-il que des designers aient, on va dire, les compétences pour pouvoir les manier, les utiliser. Donc, il y a certaines limites aussi à mettre en place certaines études, tout simplement pour des raisons purement logistiques de temps, parce que certaines méthodes de la sociologie portent bien évidemment quelquefois sur des objets aussi d'enquête qui sont beaucoup plus conséquents que les enquêtes entre guillemets menées par les designers. Donc, Mhm. si on est sur des enquêtes statistiques par de l'INSEE et sur des gros corpus d'informations et de données d'enquête, le sociologue va mobiliser des méthodes quantitatives d'analyse. Et donc, dans ce sens-là, je pense que le designer en est très très loin. Après, il peut y avoir aussi des approches qui ne relèvent pas forcément de l'observation à proprement parler et qui peuvent être tout à fait utilisées par le designer euh, dans tout en utilisant en fait certains outils en fait du sociologue. Et en cela, je pense par exemple, chose que j'avais déjà fait un petit peu avec les étudiants, que je fais moi-même aussi, c'est de l'analyse de réseau. Et parce que l'analyse de réseau, l'analyse des relations sociales, permet justement de cartographier quelquefois les relations sociales. Les relations, mais qu'elles soient pas forcément sociales, elles peuvent être idiomatiques, elles peuvent être spatiales, il y a plein de choses. Mais je pense que c'est aussi peut-être plus adapté par rapport aux designers parce que l'analyse des relations sociales, l'analyse de réseau, c'est une analyse qui peut se résulter par une représentation visuelle. Et donc en fait, c'est pour le designer, l'intérêt c'est de pouvoir euh,
par ces outils, représenter visuellement une complexité sans finalement, et donc d'en avoir, d'en représenter un support visuel. Et donc ça, c'est important et c'est intéressant pour la communication, comme outil de communication et comme aussi outil de compréhension. On peut communiquer des idées sur une base et des données objectives euh, à des acteurs externes en leur expliquant. Et puis ça peut être aussi un outil de compréhension, c'est-à-dire que l'analyse, et même les sociologues le pensent, moi je l'ai fait dans mon travail doctoral, j'ai travaillé avec des, de grands sociologues français spécialisés dans le domaine, Emmanuel Lazega ou même Michel Grossetti qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là, d'analyse néostructurale de réseaux de relations sociales. C'est un peu le terme, le jargon qui est utilisé, mais je parle de ça parce que le support visuel, en tout cas l'analyse de relations sociales, n'est pas une fin en soi. C'est simplement en fait un moyen pour mieux comprendre en fait les dynamiques sociales. Et pour le designer, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait ça pourrait être pour lui une manière de compléter ses, ses outils. Et puis, je pense que par rapport à son intérêt de visualiser et de communiquer, euh, il y a aussi cette dimension spatiale et de représentation visuelle aussi, qui, bien évidemment, on n'est pas dans des pourcentages, dans des choses qui sont relativement abstraites. Il y a tout d'un coup une dimension beaucoup plus tangible, même si elle peut être assez conceptuelle, parce qu'encore faut-il pouvoir l'analyser. Donc là, les designers ne l'utilisent pas, mais après, on a d'autres domaines du projet, on va dire d'autres disciplines du projet, qui, à mon sens, sont beaucoup plus évoluées que le design. Et je parle de l'urbanisme, c'est-à-dire que dans le domaine des études urbaines, dans le domaine de la planification urbaine et du design urbain, le design urbain développe beaucoup plus d'outils qui relèvent de la sociologie, des études d'analyse quantitative, d'analyse relationnelle, enfin une foisonnance, mais en plus bien évidemment en rapport avec la géographie, donc le système d'information géographique, tout ça, le designer il n'utilise rien de tout ça, donc il est centré sur son objet, il fait un petit peu d'observation, mais avec son carnet, mais après il est inopérant sur plein d'outils, alors qu'il y a plein d'autres professionnels qui utilisent beaucoup d'autres outils. Enfin, moi, c'est ce que je vois, surtout en termes de dynamique du projet. Donc, il met en avant beaucoup sa relation en l'individualisant sur l'usager, chose qui ne serait peut-être pas considérée par d'autres disciplines du projet. Or, on voit bien que très rapidement, les autres disciplines du projet, elles absorbent cette dimension usager, mais elles ont avec elles aussi beaucoup dans leur mallette et dans leurs outils d'autres outils qui relèvent d'utilisation de nouvelles technologies, de la géographie, de la sociologie, de la psychologie et d'autres. Donc là, moi, je sens que il faut que, bien évidemment, en fait, que cette évolution existe aussi dans le domaine du design. Euh, mais bon, ça, c'est un peu mon point de vue, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait aussi élargir dans l'enseignement du design. Il faut qu'il y ait aussi ces apports euh, que sont ceux de l'analyse relationnelle ou de la géographie. De différents types d'analyses aussi qui peuvent être tout à fait sensibles et permettre de compléter euh, ce regard de cette dynamique de projet. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu en fait pour le designer, soit à coopérer en fait avec d'autres disciplines pour en fait combler certains manques au niveau de l'analyse qu'il pourrait y pour avoir une analyse un peu plus fine, ou tout simplement en fait à développer en fait ses propres outils en s'inspirant ou en hybridant en fait d'autres disciplines. Et du coup, l'autre question que je voulais poser, c'est par rapport en fait à la spécificité du design, c'est plutôt, enfin, selon vous, c'est plus la représentation en fait d'une donnée qui peut être en fait assez complexe, en fait le fait de rendre des objets tangibles, ou plutôt en fait d'avoir
on va dire, un angle un peu plus centré usager ou spécifique, mais je sais pas trop comment le formuler. Je sais pas si vous avez bien compris ma question. En fait, quelle est la spécificité du design en C'est ça en fait? fait, oui. Ouais, donc bah, à mon avis, la spécificité du design, elle porte plus sur la temporalité. À mon avis, je D'accord. pense que c'est pas forcément une question justement d'échelle. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à voir des designers en fait incapables ou face à des questions quand tout d'un coup l'objet les dépasse. Mais vraiment physiquement, quoi. Ça les dépasse leur corps et tout d'un coup, ils se trouvent le design de service aussi, quelquefois même pour certains qui peuvent être attachés ou habitués à l'objet, se trouvent littéralement dépassés en fait et Ok. à ne pas concevoir. Or, à mon avis, je pense qu'une spécificité du design par rapport à peut-être d'autres disciplines du projet, c'est d'être dans une logique du court terme. Et donc, ce court terme, euh, de pouvoir aussi le prévoir et Mhm. de pouvoir en fait le planifier, de planifier ce court terme. Ce qui veut dire que on va essayer de non pas de faire comme par exemple des urbanistes qui sont face à de grandes échelles pour repenser des logiques métropolitaines avec de nouvelles structurations urbaines à des échelles géographiques en prenant en compte plein de données, c'est très complexe et donc bien évidemment on essaye de repenser une métropole, c'est compliqué. Euh, mais et là, on voit bien que une pensée itérative ou une pensée à court terme, elle est difficile à mettre en place. Quoique, peut-être que le design euh, pourrait, d'une certaine manière, euh, trouver des solutions, trouver des solutions par rapport à cette grande échelle, en y cherchant finalement des modalités d'évaluation au fur et à mesure qu'il produit certaines réponses à très court terme et en essayant de les mettre en synergie ou en relation avec cette grande échelle de projet, sans l'isoler. Donc je pense que la recherche, euh, en tout cas le temps du projet, je pense que c'est une spécificité plus que l'échelle. Et, et je crois, je pense aussi même par rapport à des architectes, une profession, moi-même étant architecte et connaissant de nombreux architectes et étant sensible encore très fortement à ce que font les architectes, euh, bon, je vois que des architectes s'intéressent aux designers, mais que des designers s'intéressent aux architectes, c'est plus rare, curieusement. Mm. Alors que quand même, on a quand même beaucoup d'architectes. Enfin, les designers ne font pas d'architecture, mais les architectes font du design. Donc, Mm. c'est-à-dire qu'on a eu quand même beaucoup d'architectes qui aussi ont produit, font du design entre guillemets. C'est-à-dire, là encore, il faut peut-être le mettre avec un bémol, c'est-à-dire en fait vont produire aussi des objets qui relèveraient du design ou du travail des designers, mais peut-être pas justement dans cette logique d'une pensée temporelle, euh, c'est-à-dire de voir en fait ces productions comme étant simplement une étape dans cette recherche de réponse à des besoins. Et là, il y a une différence à mon avis. Et c'est pour ça que aussi le design se développe dans des domaines très variés. Mm. Qu'on a le design de service, qu'on a d'autres types de design qui bien évidemment n'ont rien à voir avec ce que l'architecte par exemple pourrait faire. Je pense que là le design de service justement va prendre en compte cette dimension temporelle. Et je trouve ça vraiment très intéressant vu que c'est la première fois en fait que quelqu'un arrive à définir en fait le design par autre chose que par ses caractéristiques, on va dire, visuelles, de représentation, ou en fait d'être centré utilisateur. Mm. C'est que c'est vraiment un autre point de vue et je pense qu'il est très intéressant et que ce serait bien de continuer peut-être à l'explorer et
à faire des recherches autour de ça en fait. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont en fait fait des écrits qui vont dans ce sens-là, ou théoriser des choses un peu plus en fait poussées là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose à creuser. Bah, ce que tu as présenté hier, Mm. ça va dans ce sens-là un peu. Oui, Parce voilà. que finalement, penser les livrables et savoir à quoi correspond tel ou tel livrable, c'est aussi les penser comme des objets temps. Mm. Donc, c'est des objets qui appartiennent à une temporalité du projet. Et donc, à un moment, à un instant T, on est en capacité de présenter, voilà, et dans une logique de réception, dans une logique de diffusion, dans une logique après de vouloir faire de cet objet quelque chose qui va être reçu. Alors, quand je parle de la notion temporelle, je pense que c'est important, mais après, bien évidemment, derrière cette notion temporelle, il y a la question en fait sociale aussi Mm. qui est du design, c'est-à-dire soit par la réponse sociale, la transformation sociale, la socialisation de l'objet, Mm. différentes choses. Bien évidemment, à qui on s'adresse. Et bah, du coup, merci. Et pour conclure, en fait, j'aurais deux dernières questions. La première étant, euh, pouvez-vous en fait nous partager une réflexion sur le futur de votre métier et ses enjeux en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez encore explorer ou que vous pensez qu'il serait nécessaire d'explorer? Voilà, Bon, ça, c'est une question, un grand enjeu. Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'explorer? Euh, selon vous. ouais, alors moi, je pense qu'il est nécessaire d'explorer, c'est un petit peu ce que j'avais expliqué avant, c'est-à-dire que en termes d'enquête, déjà de développer des enquêtes par le projet. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi d'un point de vue théorique, des travaux de recherche aussi que je mène, Mm. d'un point de vue méthodologique et épistémologique sur les rapports entre design et sociologie, c'est-à-dire de ne pas, si nous sommes, je parle de nous en tant que chercheurs de l'équipe Project, portés aussi sur cette dynamique de recherche-projet qui se différencie de la recherche-action, moi je prône plus, au lieu de simplement d'une recherche-projet, mais d'une enquête-projet, c'est-à-dire que c'est vraiment par le projet qu'on fait une enquête sociologique et que ça nous permettrait en fait de mieux comprendre certains phénomènes. Euh, En cela, ça ne veut pas dire toujours diminuer le projet, Oui. mais on en parlait hier avec les sujets d'actualité contemporaine, c'est-à-dire que Mhm. euh, les projets sont utiles, euh, ils peuvent être, ils sont utiles à mettre en place, mais on voit bien que par le projet, on peut comprendre la société et c'est pas simplement que comprendre, c'est voir aussi la sociologie comme une sorte de finalité, mais qui permettrait aussi d'être opérante. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi dans une volonté de transformation un petit peu des esprits, des échanges en termes de communication. C'est pas simplement à partir du projet faire enquêter sur ce qui se passe simplement comme observation sur le monde social, Mm. mais c'est de dire qu'en fait, par le projet, on peut aussi comprendre ce monde social pour mieux construire des actions de légitimation, de reconnaissance, de respect, d'engagement. Même si l'objet en tant que tel du projet ne correspond pas à cela. En fait, donc Mm. c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut le voir. C'est-à-dire que n'importe quel projet devrait être euh, l'objet d'une observation active et de transformation aussi du monde social. Mais ça passe par la compréhension aussi et l'observation sociologique. Et l'observation sociologique, elle est indispensable, surtout dans un monde aussi mutant que le nôtre. Mm. On a souvent eu, moi je me souviens d'une anecdote il y a longtemps, quand mon école, où j'ai fait ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, euh, le, euh, l'université, l'école avait été
squatté par tout un mouvement social. C'était en 2005, il me semble. Et la directrice de l'école, Danielle Hervieux-Léger, avait été amenée en fait à répondre au micro des journalistes et qui leur posait, les journalistes attendaient en disant Madame Hervieux-Léger, pouvez-vous nous dire ce qui se passe, en quoi finalement ce qui se passe à l'école est-il révélateur de crispation, de tension sociale? Et elle avait répondu, elle a dit, vous posez une question qui est tout à fait révélatrice finalement de cette tension qui existe dans le domaine de la sociologie par rapport au monde social en termes d'utilité de la sociologie. Euh, les, euh, les médias, le monde social va souvent interpeller en fait le sociologue comme étant en fait le sachant de phénomènes sociaux à un moment justement quand il y a des crises, il y a des moments de tension pour dire vous savez vous les sociologues ce qui se passe dans le monde. Or quand on a un événement qui arrive, on ne sait pas exactement ce qui se passe et donc Daniel Religieux disait bah, nous quand on fait une recherche au contraire ça nous prend 3-4 ans et quand au bout de 3-4 ans on arrive dans le monde social avec un ouvrage pour parler d'un phénomène qui est déjà passé d'une certaine manière, mais on ne peut pas non plus être des intervenants euh, pour mettre en lumière ce qui se passe dans le monde contemporain. On peut peut-être mettre en écho ce qu'on a pu apprendre avec ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a quand même un paradoxe, en tout cas, de des médias face à cela. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je pense que justement dans cette recherche à faire, euh, où par le projet on ferait de l'enquête, euh, c'est pas faire simplement une enquête aussi sur qui prendrait du temps pour ensuite en tirer des ouvrages et des articles lus d'ailleurs que par la communauté des sociologues et des scientifiques, parce que c'est souvent ça aussi ce qui se passe, ça internalise énormément la sociologie et la science, mais peut-être de la voir aussi, cette sociologie, comme étant peut-être plus en accord, plus en communication avec euh, les acteurs touchés et les acteurs moins touchés aussi, les bénéficiaires proches, moins proches, directs ou indirects, du projet. Et, euh, et je pense que là, on pourrait, de cette manière-là, peut-être répondre à certains enjeux contemporains. Les enjeux contemporains, c'est ceux déjà du risque, euh, d'un phénomène de transformation rapide, de l'altérité, de la différence et de l'altérité. Mais c'est aussi, qui dit différence et altérité, ça veut dire aussi d'une certaine, d'un désancrage. En fait, on va se pouvoir d'être d'un point de vue culturel, donc sur l'interculturalité, on va être face aussi à de nouvelles dynamiques sociales. Et donc en fait, tous ces éléments-là vont participer d'une certaine manière à réviser la copie du projet pour essayer de trouver des réponses peut-être plus rapides. Et là, la sociologie, bah, elle pourrait être nourrie en fait de toutes ces dynamiques-là, dans une logique de compréhension en fait de ces différences et de ces urgences, mais tout en étant peut-être aussi plus proche de la communication, plus proche des médias et des acteurs pour pouvoir en fait les éclairer en fait sur ces transformations. D'accord. Mm. Et bon, du coup, en fait, la dernière question, c'est quel conseil aimeriez-vous donner à des personnes qui souhaiteraient en fait débuter ou améliorer ou s'améliorer en fait dans leur pratique? Voilà, qui soient des sociologues ou des urbanistes ou même des designers ou des architectes en fait. Moi, je pense que une alors commencer dans leur pratique. Je pense que pour débuter, Mhm. euh, c'est bien de se retrouver dans une situation, on va dire, d'un certain inconfort. C'est-à-dire que
Euh, soit parce que on parle une autre langue, on a voilà, D'accord. on est dans un contexte différent. Se positionner. Alors le positionnement culturel, ça facilite justement cet inconfort ou se trouver dans une situation de ne pas pouvoir être en communication, de ne pas pouvoir communiquer. Euh, donc je serais, c'est peut-être un petit peu, en tout cas, singulier comme point de vue, mais je pense que pour débuter ou améliorer en fait sa pratique, il est nécessaire finalement de bouger culturellement, quoi. Mm. Et ça, donc ça passe, bien évidemment, le fait de bouger d'un pays à l'autre dans un contexte culturel et idiomatique différent, de devoir finalement un peu redoubler d'efforts et d'énergie pour essayer de faire face à certaines de ces différences et donc aussi de s'interroger sur les pratiques. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est une réponse qui touche à une question personnelle que moi personnellement j'ai vécu parce que quand j'ai fait ma thèse, j'habitais au Mexique et donc j'ai vécu 8 ans au Mexique et donc quand j'ai travaillé aussi la recherche et la compréhension de ce que pouvait être le projet, la transformation sociale en lisant en anglais, en parlant en espagnol, en écrivant en français tous les jours. Donc, et je pense que ce rapport aussi de différences culturelles permet aussi, est vraiment enrichissant. Souvent, je me retrouve, et je le vois très bien depuis que je suis rentré en France, dans des carrières longues de chercheurs ou de professionnels, finalement des chercheurs qui peuvent, ou des professionnels qui sont compétents dans leur domaine, mais qui n'ont aucun d'autre point de vue parce qu'ils ne connaissent en fait que leur contexte culturel. Et donc finalement, qui n'ont peut-être pas cette ouverture ou cette question, à mon avis, en tête qui est utile pour la pratique, dans l'apprentissage, c'est de dire, et l'autre, qu'est-ce qu'il pense? De se poser ces... et si j'étais dans cette situation, comment je ferais? Donc en fait, d'avoir tout d'un coup de pouvoir se décentrer et de se positionner autrement et d'avoir cette question. Euh, donc là, on voit bien que aussi euh, avoir cultivé aussi ces trajectoires, à mon avis, ça permet d'améliorer sa pratique aussi en termes de flexibilité, en termes de compréhension, en termes d'inclusion, en termes d'ouverture. Moi, je pense que c'est indispensable. Mais encore là, je fais appel à ma trajectoire qui, durant laquelle je pense que j'ai pu bénéficier quand même euh, de cette pluridisciplinarité, de cette interculturalité que je mets, enfin, je me rends compte que c'est en fait finalement que c'est rare, c'est assez rare. Mm. Naïvement, je pensais que ça allait être un vécu euh, par beaucoup, mais en fait non. Curieusement, ces trajectoires sont relativement rares. Donc, débuter dans sa pratique, je pense que le déplacement, le voyage, les expériences à l'étranger, je pense que c'est très bien. Euh, Moi, je mettrais surtout en fait ça en avant. Je suis un porte-voix des échanges internationaux, de l'interculturalité, des expériences à l'international. Mm. Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord. En fait, ça permet vraiment de voir autre chose, et même à titre personnel. En fait. Mhm. On change beaucoup nos points de vue, on se rend compte que l'autre, en fait, c'est voilà, notre culture et notre façon de vivre, et ça nous remet beaucoup en question sur ne serait-ce que notre propre comportement et ce qu'on considère comme étant normal. Voilà. Exactement. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Watkin, Merci à pour ce vous. podcast. C'était vraiment un plaisir.